Pendant la Seconde Guerre mondiale, des opérations des forces spéciales ont changé le cours de l'histoire. Aujourd'hui, vous allez découvrir ces épisodes sous un jour complètement nouveau. En nous appuyant sur des animations graphiques, des analyses d'experts, des tests avec des armes et des explosifs, et sur les témoignages des hommes qui ont participé à ces missions, nous avons reconstitué minute par minute le déroulement de chaque opération. Désormais, nous savons si leur réussite a été une question d'habileté, d'intelligence tactique ou tout simplement de chance. Dans cet épisode, le SAS, une force d'intervention secrète de l'armée britannique, part pour une mission suicide, comme le raconte le commandant de l'unité, David Stirling, et les personnages clés de l'action. Dans le désert du Sahara, ils doivent s'infiltrer derrière les lignes ennemies sans se faire repérer, planifier une énorme offensive en jeep sur un aérodrome allemand et détruire des dizaines d'avions grâce à leurs mitrailleuses. S'ils parviennent à neutraliser la Luftwaffe, ils pourraient contribuer à changer le cours de la guerre en Afrique du Nord. Dans une base opérationnelle avancée, cachée à 150 km derrière les lignes ennemies, un groupe de soldats d'élite du Special Air Service britannique, le SAS, se prépare à prendre d'assaut l'aérodrome de Sidi Hanish, contrôlé par les Allemands, à 400 km au nord-ouest du Caire. Entre eux et leur objectif, 65 km de désert hostile. Avec leur précédent raid, ils ont acquis une réputation de férocité et les Allemands se sont préparés à leur prochaine attaque. Alors cette fois-ci, ils montent dans un convoi de 18 jeeps modifiés hérissés de mitrailleuses. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Leur défaite permettrait aux forces de l'Axe de remporter victoire sur victoire au Moyen-Orient. À ce stade de la guerre, l'Allemagne nazie est en position de force. Hitler contrôle presque toute l'Europe, de vastes étendues de la Russie et une grande partie de l'Afrique du Nord. Les quelques mois à venir vont marquer un tournant dans le conflit. Les États-Unis ne sont entrés en guerre que récemment, et la Grande-Bretagne, qui s'est battue quasiment seule pendant près de 3 ans, a échoué à endiguer la vague nazie. Dans le Sahara, Erwin Rommel, général allemand apparemment invincible, surnommé le renard du désert, menace maintenant d'écraser la 8e armée britannique, les rats du désert. En juillet 1942, les Britanniques sont en mauvaise posture. Les Allemands les ont repoussés jusqu'en Égypte, ils sont sur la défensive, le Caire est menacé, et s'ils ne réalisent pas un coup d'éclat rapidement, ils risquent de perdre toute l'Afrique du Nord. La Grande-Bretagne a un besoin vital de ce groupe d'élite de spécialistes du désert qui ont été chargés de détruire les avions allemands ravitaillant la ligne de front. On les appelle simplement le détachement L. La première Jeep est conduite par leur commandant, un aristocrate écossais d'1,98 m, David Stirling. Ses qualités de commandement et ses théories révolutionnaires sur la guerre clandestine vont faire de lui le père de toutes les futures forces spéciales. Il est le fondateur du Special Air Service, une unité d'élite destinée à intervenir loin derrière les lignes allemandes pour affronter directement Rommel et son redoutable Afrika Korps. Très peu de soldats britanniques connaîtront une telle destinée. Avec un peu de chance, nous allons anéantir l'aviation de Rommel. Les SAS de Stirling ont été spécialement choisis pour les missions dangereuses en territoire ennemi. À côté du commandant, le caporal Johnny Cooper. Cet Écossais filiforme, à l'humour incisif, a été acteur amateur avant d'entrer dans les commandos d'élite britanniques. Il a seulement 20 ans. J'ai vu une annonce qui parlait de commando au Moyen-Orient. J'ai eu un entretien avec le commandant. Il m'a dit « Tu sembles bien plus jeune que tu le prétends ». Mais ils m'ont quand même pris. Derrière la Jeep de tête, le capitaine Blair Paddy Mayne, 1,93 m.
Ce rugbyman d'envergure mondiale est un combattant surentraîné, impitoyable et tenace, ainsi qu'un gros buveur. Aussi inflexible dans la vie que sur le front, il est respecté et craint de ses propres hommes comme de ses ennemis. Sa philosophie se résume à tirer le premier sans se poser de questions. Quand tu entres dans une pièce pleine d'ennemis, tue le premier qui bouge. Il a commencé à réfléchir, donc il est dangereux. Les hommes de Sterling ont 65 km à parcourir pour atteindre leur objectif et pour la première fois, ils se déplacent en jeep. Le pilotage était délicat. Il est plus facile de rouler lentement et en colonne, mais il conduisait vite et se déployait pour ne pas être aveuglé par le sable. Par conséquent, il laissait des traces fraîches et multipliait les risques de heurter des rochers et des mines. Le raid sur Sidi Anish sera le plus important que Stirling ait mené jusqu'alors. En juillet 1942, les Allemands gagnent du terrain depuis plusieurs mois. Le front avance vite et leurs voies de ravitaillement se sont allongées de plusieurs centaines de kilomètres. La Luftwaffe a donc créé des bases aériennes avancées dans le désert. Pour ravitailler ses troupes tant bien que mal, Rommel était obligé de faire acheminer d'énormes quantités de réserves par des avions de transport Ju-52. En détruisant ces avions sur l'aérodrome, les Britanniques comptaient couper les vivres à Rommel pour freiner la progression des Allemands en Égypte. Le Junker 52, trimoteur construit sur la base d'un avion de ligne d'avant-guerre, pouvait transporter plus de 4 tonnes d'hommes ou d'équipements. Sa défense était assurée par une mitrailleuse en position dorsale. Il était surnommé Tante U par les forces de l'Axe et Iron Annie par les troupes alliées. Les rapports de reconnaissance indiquent que l'aérodrome est rempli de ces précieux avions de transport, mais aussi de chasseurs et de bombardiers en piqué Stuka spécialisés dans l'attaque au sol. Le Junker 87 allemand était généralement équipé de 2 mitrailleuses de 7 mm 92 dans les ailes et de mitrailleuses jumelées à l'arrière du cockpit. Il pouvait emporter jusqu'à 1800 kg de bombes. Le SAS était particulièrement préoccupé par le Stuka, un bombardier en piqué que les Allemands utilisaient contre les troupes au sol. Il était très efficace dans le désert et en fondant sur ses proies, il émettait un hurlement strident. Il avait un fort impact psychologique. La mission de Sterling, consistant à détruire tous les avions à Sidi Anish, est audacieuse. Ces hommes doivent parcourir 65 km de nuit dans le désert. Ils doivent affronter des écarts de température extrêmes tout en évitant les rochers qui pourraient endommager leur véhicule. S'ils sont repérés par l'ennemi, ils risquent d'être pris pour cible par les redoutables Stuka de l'aérodrome qu'ils s'apprêtent à assaillir. Et même s'ils atteignent leur objectif sans être repérés, ils doivent attaquer par surprise et détruire tous les avions qu'ils voient avant que les Allemands réagissent. Quand ils riposteront, le SAS sera submergé par les mortiers, mitrailleuses et canons de 20 mm des positions antiaériennes qui pourraient cibler le convoi de jeeps et le balayer. Chaque avion intact devra être détruit. Les SAS devront sauter de leur jeep, courir à découvert sous le feu ennemi et placer des bombes à la main sur les avions. Ils n'auront que quelques minutes pour en faire sauter un maximum et s'échapper. Et ils ne seront pas encore tirés d'affaire. Sur le chemin du retour, ils subiront un raid de représailles de l'aviation allemande. Les hommes de Sterling devront se séparer en petits groupes, se cacher en journée, se déplacer de nuit pour échapper à la contre-offensive ennemie et regagner leur base secrète à temps pour le petit déjeuner. Mais pour cela, Sterling a besoin d'une unité mobile d'attaque dans le désert, c'est-à-dire d'équipements et de soldats spécialisés. En 1941, il est dans un hôpital du Caire où il se remet d'une grave blessure au dos après un accident de parachute quand il imagine le concept du SAS. Sterling est obstiné.
Il convainc le haut commandement britannique de mettre sur pied une force d'élite secrète spécialisée dans les raids éclairs loin derrière les lignes ennemies, ciblant les aérodromes, les ports et les dépôts de ravitaillement. Il doit recruter des soldats aux capacités hors du commun. Les qualités que Stirling recherchait étaient la résistance, l'autonomie et l'aptitude à vivre sans confort, avec très peu d'eau et de nourriture sur de longues périodes. Contrairement aux commandos britanniques, le SAS sera léger et offensif. Il comptera une 60aine d'hommes et une poignée d'officiers. Les commandos s'organisaient, s'entraînaient et partaient au combat. Stirling a recruté quiconque lui semblait apte. Il a pris l'équipement qu'il a trouvé et il est parti dans le désert attaquer les Allemands. Il fallait y voir une force d'un nouveau genre, qui tirait le meilleur parti de la surprise et de la ruse. Elle devait être capable d'approcher sa cible par la terre, la mer ou les airs. À la faveur de la nuit, l'armada de jeeps s'approche à une quinzaine de kilomètres de l'objectif. Après avoir péniblement gravi une forte côte, les hommes de Stirling sont confrontés au carnage d'une récente bataille. À l'arrière de la colonne se trouve un jeune officier de la garde, le lieutenant Carroll Mather. Ambitionnant d'explorer l'Arctique, il est passionné de chasse au renard. Mais maintenant, il est habitué aux visions atroces et aux odeurs âcres de la guerre. Nous sommes tombés sur un ancien champ de bataille, où gisaient des corps de soldats britanniques éclairés par la lune. Les tanks et les corps carbonisés semblaient froids, et la désolation régnait. Le jeune caporal Cooper est confronté à la réalité. Je crois qu'on avait tous un peu peur, mais on était surtout impatients. On avait envie de passer à l'action. Les SAS ont passé les derniers mois à échafauder cette attaque. D'après certaines estimations, en juillet 1942, ils ont déjà détruit quelques 200 avions ennemis, ainsi que des dizaines de camions et de dépôts de munitions. Le détachement L avait attaqué au moins une ou deux fois les principaux aérodromes ennemis dans un rayon de 480 km autour de la base. L'ennemi voit maintenant clair dans le jeu de celui qu'il surnomme le commandant fantôme. Les Allemands ont renforcé leur sécurité. Ils ont installé des clôtures et des défenses. À Sidi Anish, les troupes allemandes et italiennes ont également renforcé leur puissance de feu grâce à des mitrailleuses et des mortiers. Ces armes peuvent détruire des véhicules non blindés. N'ayant aucune idée de ce qui l'attend, Stirling se jette avec ses hommes dans les griffes de l'enfer. Pour réussir face à des défenses allemandes efficaces, ils doivent employer de nouvelles tactiques. Nous devions constamment inventer de nouvelles techniques pour que l'ennemi ne puisse jamais prédire nos méthodes opérationnelles. Ils utilisaient jusqu'alors une arme remarquable pour détruire les avions ennemis, une ingénieuse bombe artisanale inventée par l'un des pères fondateurs du SAS, Jock Lewis. Nous avons demandé à un expert en explosifs de fabriquer une réplique exacte de la bombe de Lewis. Nous allons tenter de faire une bombe de Lewis que nous allons tester sur cette voiture. Et nous verrons ce que ça donne. D'après mes recherches, la bombe originale pesait environ 500 grammes. Elle était constituée d'une charge de plastique, d'un peu de thermite, un mélange de poudre d'aluminium et d'oxyde de fer, et d'un peu de gasoil. Le plastique est l'explosif, la thermite a un effet incendiaire, et je crois que le gasoil sert à renforcer le côté incendiaire, tout en homogénéisant la texture de la pâte. On met un détonateur et on place le tout dans la voiture. Pour illustrer la puissance destructrice de cette bombe sur un avion de la Seconde Guerre mondiale, nous utilisons une voiture moderne réputée très solide.
La bombe de Lewis semble efficace, ça a marché. C'est un carnage, et encore, il n'y avait pas tellement d'explosifs. Un avion est constitué de matériaux légers. C'est une fine couche d'aluminium qui contient beaucoup de carburant. Et ce genre de bombe l'aurait certainement dévasté. Je ne pense pas qu'ils auraient pu reprendre les airs après une telle explosion. Ils auraient dû être retirés du service. Bien que très efficace, la bombe de Lewis a un défaut majeur, elle doit être placée manuellement sur chaque avion. Il faut donc infiltrer les aérodromes à pied, ce qui est long et risqué. De plus, le nombre d'objectifs est limité par le nombre de bombes que chaque soldat peut porter. Mais un nouveau véhicule américain révolutionnaire, la Jeep Willys, va permettre à Sterling d'attaquer les aérodromes d'une manière totalement inédite. Il en a reçu 20 exemplaires juste avant le raid sur Sidi Hanish. Comme beaucoup de leurs équipements, ces Jeeps étaient modifiés. C'était un moyen de transport, un système de survie et une plateforme d'armement. Je crois qu'il s'agissait du premier véhicule à 4 roues motrices utilisé au Moyen-Orient. C'était une voiture formidable pour rouler dans le sable. Elle était solide, polyvalente et ne consommait pas trop d'essence. Charge utile, 2 hommes et leur équipement. En opération, on pouvait en mettre un 3e à l'arrière. Ce véhicule à 4 roues motrices de 1250 kg est doté d'un moteur à 4 cylindres. Mais les Jeeps des SAS sont largement modifiés pour répondre à leurs besoins. Voici une Jeep Willys de 1942, trouvée dans une casse en Égypte il y a plusieurs années. Comme cette voiture devait transporter des charges plus lourdes qu'une Jeep normale, avec les bidons d'essence, les munitions, l'eau et les soldats, on l'a dotée d'un ressort à lame plus épais. Ces sacs étaient appelés des sacs de secours. Si le véhicule était endommagé, les hommes pouvaient y trouver un nécessaire de survie qui leur permettait de s'en sortir. Ici, on a un jerrycan allemand. Les Anglais ont copié ce modèle et lui ont donné ce nom qui signifie littéralement « bidon de Bosch ». La croix blanche indique qu'il s'agit d'un bidon d'eau et non de carburant. À l'arrière, on trouve 2 roues de secours. Les crevaisons étaient très fréquentes sur ce terrain accidenté. On trouve également 2 plaques à sable. Quand la Jeep s'enlisait, les soldats les plaçaient sous les roues pour pouvoir repartir le plus vite possible. C'est le véhicule parfait pour engager le combat avec l'ennemi. Chaque Jeep est équipé de mitrailleuses jumelées, parfois récupérées sur des bombardiers. J'avais pris une Vickers K sur l'épave d'un bombardier et je l'avais réparée. Elle était impressionnante. La Vickers. Quand le SAS était en opération en Afrique du Nord, les armes étaient rares, sauf celle-ci. La RAF en avait plein et Sterling en a profité. Elle avait un chargeur camembert contenant 100 cartouches de 303. Elle tirait 1000 coups par minute. Mais ce n'était pas assez pour Sterling. Il en a monté 2 à l'avant de la Jeep. C'était parfait pour un raid. Pour les jeunes recrues du SAS, c'est une arme impressionnante. Elle avait une cadence élevée, mais c'était une mitrailleuse aérienne. Et au sol, sans système de refroidissement, elle chauffait vite. Ceci dit, nos interventions étaient très brèves. On arrivait, pan, 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 et on repartait. La Vickers permet à Sterling d'adopter une approche tactique totalement nouvelle. J'ai dit, allons à l'aérodrome et mitraillons les avions depuis nos voitures. On a des Vickers de la RAF qui sont faites pour abattre les avions. On va faire une petite virée et en détruire autant que possible. Mais dans le chaos d'un raid éclair nocturne, plus de 60 mitrailleuses vont cracher un déluge de balles depuis 18 jeeps. Sterling doit maîtriser la puissance de feu de sa formation. Quand j'avancerai, suivez-moi en 2 colonnes. Et quand je tirerai une fusée verte, ouvrez le feu de chaque côté sur les avions. Restez parfaitement alignés en file indienne, à 5 mètres les uns des autres, et ne dépassez pas les 7 km/h. On pourrait croire que le SAS mise tout sur la vitesse, l'agressivité et la surprise, et qu'il repart aussi vite qu'il est arrivé. Mais lors d'un raid nocturne, il faut concentrer la puissance de feu sur les cibles et éviter les tirs amis.
Dans le véhicule de tête, accompagné de son armada qui le suit en toute sécurité, Sterling n'a qu'à tirer une fusée éclairante verte pour déclencher une double bordée. Quand on a tiré, le bruit était assourdissant. J'ai dû faire attention à ne pas me pencher en avant ou en arrière dans la ligne de mire. Grâce à cette formation en pointe de flèche, avec la Jeep de Sterling qui tire vers l'avant suivie des 2 colonnes qui tirent à droite et à gauche, le convoi a un angle de tir impressionnant. Bien qu'un tel assaut massif en Jeep soit une première, la répétition générale persuade Sterling que l'opération a de bonnes chances de réussir. L'attaque aurait au moins l'avantage de la surprise. Sterling et sa flotte ne sont plus qu'à 8 km de l'objectif, mais ils ont été retardés par des crevaisons. Cela ne surprend guère le soldat aguerri qu'est Carroll Mather. On a crevé 15 fois avant d'atteindre notre objectif, et à chaque fois, il fallait faire une halte de 5 minutes. Bien sûr, on était en surcharge, comme toujours. Et ça abîmait les pneus, les ressorts et même les carters. Le relief s'aplanit et le sol devient plus dur, ce qui indique qu'ils approchent de la plaine côtière. Le convoi s'immobilise. Le navigateur du détachement, le caporal Mike Sadler, dit à Sterling qu'ils sont à moins de 2 km de l'aérodrome. Après 65 km et 3 mesures au compas en pleine nuit, c'est un tour de force incroyable. Le GPS n'existait pas encore. En journée, le SAS naviguait au compas, trouvant le vrai nord d'après la position du soleil à midi. Et de nuit, ils utilisaient un théodolite qui mesurait précisément les angles sur de longues distances grâce aux étoiles. Les soldats vérifient leurs armes et leurs munitions. Sterling récapitule le plan d'attaque une dernière fois. Il parlait avec des involtures, comme si on partait à la chasse aux canards. Les gars, on n'a pas beaucoup de temps. Aux abords de l'aérodrome, roulez de front et en ligne. Et mitraillez tout le secteur. Souvenez-vous, tirez en bas sur les réservoirs d'essence. Après l'attaque, la formation se séparera en plusieurs groupes qui s'échapperont chacun de leur côté. Ils devront ensuite rouler le plus vite possible vers le sud et le sud-ouest de l'aérodrome, où ils regagneront leur point de rendez-vous indépendamment, en ne se déplaçant que dans l'obscurité complète. Mais il faudra parcourir plus de 65 km dans le désert. À cause des retards, il ne reste plus que 2 heures de nuit. Quand le jour se lèvera, les SAS deviendront des proies. Ils devront s'en remettre à leur savoir-faire et à leur entraînement pour intervenir seuls en territoire ennemi et remplir leur mission coûte que coûte. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Si l'un d'eux est tué ou si le plan change, ils devront continuer. Les hommes de Sterling et leur jeep armé se déploient et foncent vers l'aérodrome. Soudain, à quelques centaines de mètres de la piste et de leur objectif, des dizaines d'avions allemands apparaissent, éparpillés sur la base aérienne. Les SAS sont encouragés par la vision de ces nombreux avions comptant parmi les plus redoutables de l'époque. Ils voient des Heinkel 111. Ces bombardiers moyens étaient à l'origine des avions de transport. Parmi les chasseurs, il y a des Messerschmitt et le cauchemar des SAS, le Stuka, avion d'attaque au sol extrêmement polyvalent et efficace. Chaque seconde compte. Les hommes de Sterling sont prêts. Leurs 18 jeeps roulent à tombeau ouvert vers la piste. On a foncé sur l'aérodrome. Il n'y a plus de retour possible. Mais soudain, alors qu'ils approchent, la piste s'illumine. Les SAS semblent être tombés dans un piège. Ils s'apprêtent à livrer le combat de leur vie. Je croyais qu'on était repérés, mais c'était un avion qui atterrissait. C'était une aubaine. J'ai écrasé l'accélérateur et j'ai foncé vers lui. C'était un énorme coup de chance pour Sterling et ses hommes. Ils se savaient au bon endroit et leur objectif était éclairé. Ils allaient s'en donner à cœur joie.
Sterling fait feu sur le Heinkel qui se pose. Les autres jeeps en font autant avec leurs Vickers jumelés. Alors qu'il roule le long de la piste, l'avion est criblé de balles. Puis Sterling focalise l'attention de ses hommes sur les 2 rangées d'avions. Il tire une fusée éclairante. Les jeeps se mettent en formation de pointe de flèche. Cooper ouvre le feu sans attendre. Il roulait en plein milieu de la piste. De part et d'autre, il y avait des rangées d'avions. Et les Vickers jumelés tiraient sans relâche. Plus expérimenté, le lieutenant Mather est à l'arrière du convoi. On suivait David en 2 colonnes. En 1 minute, on a été au milieu des avions en stationnement. Il y avait des Messerschmitt, des Stuka, des Junkers et des Heinkel partout. On serpentait en roulant au pas et en les mitraillant tous sur notre passage. Chaque Vickers a plus de 1500 mètres de portée. La soixantaine de mitrailleuses offre une cadence de tir impressionnante de plus de 60 000 coups minutes. Nos chargeurs contenaient un mélange de munitions chemisées, perforantes, traçantes et incendiaires. Il existe plus de balles qu'on ne le croit. Le SAS en utilisait 3 types. Les balles chemisées ou ordinaires sont conçues pour tuer. Les balles perforantes en tungstène, pointues et très dures, servent à percer le métal et les blindages. Les balles traçantes laissent une traînée lumineuse qui permet de voir où on tire et de mieux viser sa cible. En combinant ces munitions, les SAS pouvaient tirer avec une grande précision en pleine nuit. Ils pouvaient tuer, perforer et détruire n'importe quelle cible. Un vrai tir au pigeon. On canardait tous ces Junkers et ces Stuka. On regardait les balles déchiqueter leur fuselage. Et soudain, boum, ils explosaient. Certains avions étaient seulement à une quinzaine de mètres. J'étais en queue de colonne. Quand je passais devant eux, ils explosaient en faisant un bruit assourdissant. Et l'air était brûlant. L'ennemi n'a pas l'intention de se laisser faire. Les soldats se précipitent pour lancer une riposte cinglante. Canons antiaériens, mortiers et armes légères prennent pour cible le convoi de jeep. Touché à la tête, un des mitrailleurs, le caporal John Robson, est tué sur le coup. Les hommes de Sterling, exposés sur la piste et éclairés par les avions en flammes, commencent à essuyer un déluge de feu. Le commando du SAS a réveillé un essaim de soldats allemands. On tirait sur leurs tentes et on voyait des silhouettes courir désespérément dans tous les sens. Toute résistance est impitoyablement anéantie par les Vickers. Mais soudain, une des positions antiaériennes commence à tirer des obus sur le convoi. On était en plein virage quand un canon anti-aérien situé à près de 300 mètres s'est mis à nous canarder. Nos mitrailleuses de droite ont riposté. Mais au centre de la colonne, une Jeep a été touchée. La Jeep de Sterling est touchée de plein fouet. Tout à coup, il y a eu une explosion énorme et on s'est arrêté. David a crié « Sea Kings, descends voir ce qui se passe !» Bien sûr, il y avait un trou dans notre moteur. Il était foutu. En plein dans le capot, un obus de 20 mm. Sterling ordonne à ses hommes de viser le canon anti-aérien qui a détruit sa Jeep. Il l'anéantissent en quelques secondes. Puis il ordonne à tous les conducteurs de couper le contact et rassemble l'unité. Qu'est-ce qu'il vous reste? 2 chargeurs. Un seul. Bon sang, vous les dévorez? Ne tirez que si vous êtes sûr de faire mouche. Bon, écoutez, on va finir notre tour, puis revenir en arrière pour détruire les avions restants sur le périmètre. Et après, on dégage. Allez, en route! La colonne de Jeep s'ébranle à nouveau, détruisant les avions restés intacts. Alors que le convoi fait un dernier passage, Paddy Mayne décide de partir seul en mission. Paddy Mayne a repéré un bombardier intact. Il a sauté de sa Jeep avec une bombe à la main, couru vers l'avion, placé la bombe dans le moteur et il est revenu au pas de charge.
La bombe de Lewis, posée par Paddy Mayne, est sur le point d'exploser. Les jeeps sont dangereusement proches du bombardier. Sterling ordonne à ses hommes de démarrer. Se repliant en toute hâte, les soldats d'élite du SAS échappent de justesse au violent souffle de l'explosion. Leur funeste devoir est accompli. On avait détruit 30 avions, on en avait endommagé encore plus et perdu un homme. Tout cela en 15 minutes. 6 jeeps ont été touchés, mais roulent encore. 3 sont détruites. Mais les SAS ne peuvent laisser un de leurs précieux véhicules de combat tomber aux mains de l'ennemi. Il y a 2 choses qu'ils tâchent de ne jamais laisser derrière eux. Un homme et du matériel. L'ennemi pourrait en tirer des renseignements précieux. Ils placent une bombe sur la jeep détruite. Sterling et Cooper montent dans une autre jeep et se serrent contre le corps du mitrailleur John Robson. Le convoi sort de l'aérodrome à pleine vitesse et bat en retraite. On a filé pied au plancher. Des avions explosaient dans tous les coins. Et la Jeep qu'on avait abandonnée a sauté en faisant une boule de feu. Mais le plus dur reste à faire. Il faut maintenant rentrer sain et sauf. Les Vickers étant à court de munitions, les SAS n'ont plus que leurs armes personnelles pour se défendre. Sterling a persuadé le commandement de nous laisser prendre nos Thompson et nos revolvers. On avait tous des Webley. Ce n'étaient que des armes de défense. Le revolver Webley, l'arme de service des officiers britanniques. Il était conçu pour être caché sous l'uniforme et porté en permanence. Mais il était très imprécis au-delà de 10 mètres. Il tirait du calibre 38. Il était simple et avait peu de pièces mobiles. Il risquait donc moins de s'enrayer ou de faire long feu. Mais comme la plupart des revolvers, il était long à charger. Et ce modèle ne tirait que 6 coups. C'était une arme dépassée dans une guerre en pleine évolution. Laissant derrière eux plus de 30 avions en flammes, les SAS se séparent en petits groupes conformément au plan original de Sterling. On s'est fondu dans le désert par groupe de 2 ou 3, comme convenu. Ils se dispersent, cherchant à distancer l'ennemi le plus vite possible. Il y a 2 façons de se replier pour un commando. Rester ensemble pour multiplier la puissance de feu, les réserves et les munitions, ou se séparer pour être plus difficile à pister. Les hommes de Sterling savent que dès les premières lueurs du jour, l'aviation ennemie les pourchassera dans le désert. On conduisait très vite en se repérant grâce aux étoiles et en scrutant l'horizon à l'affût de cette pâleur annonçant l'aube. L'aurore révèle les groupes de jeeps du SAS en fuite dans le désert. La plupart ont au moins 15 km à parcourir avant d'atteindre la base avancée. La Luftwaffe va bientôt les prendre en chasse. Le désert peut être votre meilleur allié comme votre pire ennemi. C'est un terrain très propre. Il n'y a ni civils ni bâtiments. D'un autre côté, il n'y a rien pour se mettre à l'abri. Une fois que vous êtes repéré, vous êtes mort. Les traînées de poussière se voient de loin et le bruit porte. En journée, il faut donc rouler doucement. C'est à cet instant que la chance commence à tourner pour le commando. Le groupe de Sterling est constitué de 4 jeeps. L'une d'elles s'arrête, son moteur acéré. Les SAS doivent la faire sauter pour empêcher l'ennemi de s'en emparer. 14 hommes s'entassent dans les 3 jeeps restantes et se remettent en route. Surchargés, ils roulent de plus en plus lentement. Alors que le jour commence à se lever, ils sont égarés dans une zone exposée, à la merci d'une attaque aérienne. Ils trouvent une cuvette et foncent se mettre à l'abri au milieu des broussailles. Quelques minutes plus tard, un calme inquiétant s'installe. Ils en profitent pour se reposer et enterrer leurs camarades. Nouvelle recrue du SAS, John Robson n'avait que 21 ans quand il est tombé à Sidi Anish. Aucune prière n'a été préparée,
Sterling improvise un mémorial. On s'est brièvement recueillis autour de sa tombe. Il n'y avait pas de croix. Mais à cet instant, au milieu de nulle part, il y avait de la dignité. Arrivé à une trentaine de kilomètres de la base opérationnelle avancée, Carol Mazer et son groupe ont un coup de chance. Les étoiles s'estompaient, et l'aube nous a fait un cadeau inespéré. Une épaisse couche de brouillard nous a enveloppés, nous permettant de poursuivre notre route sans être repérés. Mais la chance tourne. Une demi-heure plus tard, le brouillard se dissipe, faisant d'eux des proies faciles pour les avions allemands. Devant nous, il y avait de petits buissons clairsemés. On a découvert un coin avec quelques arbustes de taille modeste. On a dispersé nos jeeps au milieu et on les a camouflés. Pour survivre dans le désert, il faut maîtriser l'art du camouflage. Les SAS n'ont pas leur égal pour se fondre dans un paysage désolé. Quand on roule de nuit, il faut se cacher en journée en dissimulant les véhicules dans l'ombre et bien sûr, en les peignant en rose. Pour casser la silhouette des jeeps, plutôt qu'un beige désert uni, les SAS utilisaient différentes combinaisons de peinture. L'atelier camouflait un véhicule et je disais « Non, ça ne va pas ». Le gars se retournait et disait « Bien sûr, tiens, voilà les outils, fais-le toi-même ». Quand j'avais terminé, il piquait un fou rire. Il disait que la Jeep semblait sortir d'un champ de foire. Elle était peinte en rose, bleu, vert et jaune pastel. Ceux qui détestent le désert le trouvent terne et marron, mais ceux qui l'aiment y voient des couleurs superbes. J'adorais le désert. Même avec un camouflage parfait, les hommes risquaient toujours d'être repérés par l'ennemi. Pour ne pas être pris avec leur véhicule, ils se cachaient et les surveillaient à distance. En sécurité dans les broussailles, Carol Mazer et ses camarades décident de se revigorer avec un petit déjeuner. Le thé commençait à peine à bouillir et les saucisses à crépiter que les premiers avions sont apparus. « Avion !» a crié quelqu'un d'une voix calme mais pressante. Un Stuka zigzaguait en cherchant son chemin le long de l'arête des dunes. J'ai dit aux autres de se disperser à plusieurs centaines de mètres des jeeps et de ne plus bouger. Rapidement, les avions ont envahi le ciel, tournoyant rageusement au-dessus de nous comme un essaim d'abeilles furieuses, cherchant à se venger des dégâts qu'on leur avait infligés pendant la nuit. Les SAS ont déjà eu affaire à ce terrible avion d'attaque au sol. Mazer et ses hommes sont sans défense face aux Stuka allemands qui fondent sur eux. On s'est figé. En nous survolant, ils ont tous tiré simultanément une rafale de mitrailleuses. Non pas sur nous, mais sur la paroi qui était derrière. Ils ne pouvaient pas nous voir. Bien camouflé, l'équipe de Mazer leur échappe, mais un autre convoi de jeep est toujours là à découvert et risque d'être repéré. C'est maintenant le petit contingent de parachutistes français libres qui est en ligne de mire. L'aspirant André Zirnaeld est touché à l'épaule. Il saute hors de sa jeep avec le conducteur et tente de fuir, mais il est abattu. C'est la seconde victime du raid de Sidi Hanish. Les Stuka attaquent 9 fois avant de se replier. Mais quand ils reviennent, ils savent précisément où trouver les jeeps en fuite. Carol Mazer attend impatiemment la nuit pour pouvoir quitter sa position camouflée. La nuit est tombée. On a ôté nos camouflages, refait le plein d'essence et d'eau. Naviguant uniquement au compas et se repérant grâce aux étoiles, il s'en remet à son instinct pour regagner le quartier général. Le sentiment d'inquiétude habituel a recommencé à s'insinuer dans mon esprit. Et si on se perdait? Et si on tombait en panne sèche? Et il poursuit sa route en suivant toujours le même cap. L'équipe de Sterling n'a plus que 80 km de carburant quand elle atteint une crête. À une cinquantaine de mètres en contrebas, quelques hommes s'activent autour d'un camion recouvert d'un filet de camouflage. Enfin rentré à la base.
Après un jour et une nuit de fuite effrénée, l'équipe est revenue à l'endroit exact de la base opérationnelle avancée. À côté du camion, quelques hommes préparent du thé. Décontracté, Paddy Mayne a devancé Sterling. C'est un joli coup. Mather et son équipe sont là, eux aussi. Ils sont arrivés les premiers, plus tôt dans la matinée. Je reconnaissais chaque pierre. Juste devant moi, sous mes yeux, il y avait un camion militaire drapé dans son filet de camouflage. Je ne m'étais pas trompé. Je suivais le bon cap et mes calculs étaient justes. À l'exception des 2 hommes tués en opération, tout le monde rentre sain et sauf à la base ce matin-là. Le raid intrépide du SAS a détruit 25 avions et en a sérieusement endommagé au moins une douzaine d'autres. Bien que chacun considère l'assaut comme un succès, le commandant Sterling n'est pas satisfait. Il rassemble ses hommes. C'était loin d'être réussi. On aurait dû détruire tous nos objectifs. Certains ont mitraillé tout ce qu'ils voyaient au lieu de m'écouter. Il fallait tirer vers le bas et viser les cibles toutes proches. Si vous aviez mieux visé, on aurait pu détruire tous les avions, au lieu d'en abîmer quelques-uns. Le savon que Sterling passe à ses troupes illustre parfaitement son niveau d'exigence vis-à-vis du détachement L. Je ne voulais pas que mes hommes s'endorment sur leur laurier. L'attaque massive de Jeep sur Sidi Anish a été le raid le plus spectaculaire des SAS. Après ce succès, ils sont restés en opération dans le désert jusqu'à la fin 1942. Au total, les hommes du détachement L ont mené plus de 40 raids et ont dit avoir détruit 320 avions des forces de l'Axe. Sterling a jeté les bases de toutes les forces spéciales à venir. En détruisant les avions à Sidi Anish, le SAS a non seulement affaibli la Luftwaffe et sa puissance aérienne, mais aussi les forces terrestres allemandes qui, par ricochet, ont eu des difficultés à se ravitailler. Juillet 1942 marque un tournant dans la Seconde Guerre mondiale. L'avancée de Rommel est stoppée à El Alamein. Les Alliés le repoussent hors d'Égypte en 3 mois et du reste de l'Afrique en 1 an. Le SAS entre dans la légende. Il a fait plus de dégâts que toutes les autres unités comparables. Avec le raid de Sidi Anish, Sterling, que Rommel surnommait le commandant fantôme, a atteint l'apogée de sa carrière à la tête du SAS. Mais le vent allait bientôt tourner. En janvier 1943, il a été capturé par les Allemands pendant un raid. Il s'est échappé avant d'être à nouveau capturé par les Italiens. Après 4 autres tentatives d'évasion, il a été envoyé au château de Colditz, au cœur de l'Allemagne, où il est resté emprisonné jusqu'à la fin de la guerre. Sir David Sterling, le père fondateur du SAS, a été anobli en 1990. Paddy Mayne a poursuivi seul ses équipées destructrices en Afrique du Nord avant d'être promu lieutenant-colonel et commandant du 1er régiment de SAS nouvellement créé. Une polémique a éclaté quand on lui a refusé la Victoria Cross, mais il a été décoré 4 fois du Distinguished Service Order. Carol Mather a également été fait prisonnier, mais il s'est échappé. Après la guerre, il est entré au Parlement britannique, gravissant les échelons du Parti conservateur jusqu'à devenir un confident de Margaret Thatcher. Il a été anobli en 1987. Ces hommes formaient le noyau dur du SAS de Sterling. Leur raid éclair en Afrique du Nord était inspiré par leur devise « Qui ose, gagne ». Une formule qui allait changer à jamais la guerre moderne.